BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. À toutes et à tous, merci de nous rejoindre à la grande tribune de ce mercredi 21 décembre 2022. Lentement mais sûrement, nous allons vers le début de l'année 2023. C'est un immense plaisir d'être avec vous, messieurs, dames. Aujourd'hui, on a un seul sujet d'actu. Nous allons parler de la levée de cette mesure des notifications imposées à la RDC par le Conseil de sécurité des Nations Unies. On va devoir examiner, voir quelles seront les conséquences de cette mesure prise par les Nations Unies. Voilà, j'ai 4 invités ici sur ce plateau avec qui nous allons débattre de ce sujet. Maître Freddy Mwamba, cadre de la FDC. Et Maître Freddy, bonjour et merci une nouvelle fois de nous faire cet honneur. Bonjour Dan et merci de l'invitation. Je commence comme à l'accoutumée par remercier notre Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné les souffles de vie. La Bible déclare que l'Éternel marchera lui-même devant vous, il sera lui-même avec vous, il ne vous délaissera point, il ne vous abandonnera point. Il dit, ne crains rien, ne t'effraie point. Voilà, et donc je pense que comme il nous a protégés, donc il est à même de protéger tout le monde. Il suffit tout simplement de croire et vous allez vous rendre compte que vous allez bénéficier, n'est-ce pas, de sa protection. Et j'aimerais au même moment remercier aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde. Je salue aussi le président statutaire de notre méga regroupement AFDCA, ainsi que tous les débatteurs qui sont avec moi sur ces plateaux. J'espère qu'ensemble, nous allons faire un débat intéressant qui va faire en sorte que tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de la maison se reconnaissent dans les analyses que nous allons faire. Voilà. Merci beaucoup, Maître Freddy Mwamba. Je nourris le vœu, en tout cas, de voir les partis politiques en RDC vivre déjà la démocratie avant d'accéder au pouvoir. Parce que dans la plupart des partis politiques, on a des présidents qui ont un pouvoir à vie et qui ne le partagent pratiquement pas. Je ne cite personne. Je souhaiterais vraiment qu'un jour, dans tous les partis politiques du Congo, qu'on ait aussi l'alternance déjà dans les partis, avant même que cette alternance puisse se matérialiser pendant la prise de pouvoir. C'est un entrepreneur, un économiste. Il y a des congrès qui sont organisés au sein des partis politiques. Oui, c'est juste un vœu que je... Vous vous sentez touché, apparemment? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un économiste, un entrepreneur, une personne qui a des idées, qui propose plus des questions, des idées sur la façon de gérer de façon économique, une approche économique des choses. Monsieur Mathieu Takizala, il est directeur général d'une entreprise locale. Bonjour Monsieur Mathieu. Une entreprise congolaise qui a vocation de faire l'univers parce qu'elle a commencé en dehors du continent africain, SAG, Spécial Auto Garage, qui aujourd'hui avec
13 concepts. Dans le 13 concepts, c'est 13 entreprises qui va naître avec cette philosophie SAG, parce que mon aîné, Papa Dokolo, arrivé à atteindre 17 sociétés. Et moi, comme c'est vraiment un idole du côté congolais dans le monde de l'entreprise, je pense qu'avant de partir dans ce monde des hommes, si je peux arriver à créer 20 entreprises, ça sera quelque chose de noble et pour permettre à ce pays. Parce que vous savez, la vraie problématique de cette société congolaise, c'est aujourd'hui le chômage des masses. On peut beau dire tous les litanies des phrases littéraires ou théoriques, mais la réalité, c'est la misère. La réalité, c'est l'homme congolais, on n'a pas le PCR, des 30% des gens qui ont un salaire à la fin du mois. C'est autour des entreprises du secteur privé que l'État congolais peut avoir le socle. Et c'est grâce, dans les États normaux, les entrepreneurs, ce sont des gens qu'on protège. Et parce que c'est autour d'eux, regarde Job, regarde Zuckerberg, ainsi de suite, Mo Ibrahim, tous ces grands-là ont fait que leurs États, Tony Numelo, Dangote, vous voyez, du côté congolais, on avait ces sagas. Mais la génération de Mathieu Takizala, à un moment, il n'y a pas d'appui. On fait qu'avec nos propres. C'est là où nous sommes avec une belle initiative qui est du côté privé, Congo-Baise. Mais quels sont les appuis? On fonctionne comment? C'est une entreprise, il y a des milliers d'hommes qui travaillent ici. Et je ne manquerai pas à dire à tous les commerçants de la République démocratique du Congo, à tous les entrepreneurs de la République démocratique du Congo, malgré tout, il y a vraiment des énormes problématiques. Depuis 2020, Covid-19, Ukraine, ainsi de suite, l'appui autour de l'entreprise est toujours absent avec cette consommation qui est du côté de l'informel. Les Congolais consomment plus du côté de l'informel, mais ils veulent que ce Congo devienne un pays noble. Et là, je paragraphe, c'est ce que vous êtes en train de dire, les alternances ou le changement. Nous, en entreprise, on dit l'innovation. Normalement, un parti politique doit fonctionner avec des courants à l'interne et la compétition doit être même à l'intérieur d'un parti politique pour que nous puissions avancer. Si ça devient des dogmes, allez-y comprendre, on ne crée pas d'emploi ici. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu Takizala. Le problème du chômage, c'est un problème qui est vraiment un problème endémique. On espère que ceux qui viendront après ou ceux qui sont à diriger aujourd'hui pourront prendre en compte cette donne. Monsieur Luc Malembe, lui, il est de décider avec le président du parti, Martin Fayulu. Bonjour, Monsieur Luc Malembe. Bonjour, messieurs, dames. J'en profite pour saluer les co-débatteurs ainsi que tous vos nombreux téléspectateurs. Accordez-moi quelques minutes parce que moi, je suis de l'Ituri, comme vous savez. Et je ne sais pas finalement combien de morts il faut pour que ces régimes comprennent que la situation de l'Ituri est chaotique. Pour la seule période, messieurs, dames, qui va du 1er au 20 décembre, nous sommes à plus de 150 morts en Ituri. Du 1er au 20 décembre. 105, oui, ce mois ici, 150. Début de 150 morts en Ituri. À Djougou, à Irumu et à Mahagi. Donc, les villageois. Et ça, oui, des populations, des civils. Parce que l'activisme des groupes armés, et puis tout ça se passe en silence. On n'en parle plus. Avec la question du M23 au Nord Kivu, toute la tension est tournée vers le Nord Kivu. On a carrément oublié l'Ituri. Et maintenant, les civils en Ituri se font tuer en silence. S'entretuent ou se font tuer? Des milices. Il y a les ADF qui sont là, qui contrôlent aujourd'hui une bonne partie des territoires d'Irumu et de Mambasa. La route nationale numéro 4 qui va de Beni à Kisangani en passant par l'Ituri, plus de 300 km est contrôlée par les ADF aujourd'hui, en présence de l'armée ougandaise et de l'état de siège. Tous les villages dans ces 300 km dont je vous parle, rasés, incendiés, les véhicules incendiés, les populations exterminées. À Djougou, les milices se combattent pour le contrôle des sites miniers. Et ça, c'est l'incapacité totale de l'état de siège. Les groupes armés, en fait, ont compris que l'état de siège n'était pas venu pour les combattre. Comment vous pouvez nous expliquer que vous avez un état de siège qui n'a jamais mené une seule opération militaire? Vous pouvez nous expliquer ça? Les gens qu'on a envoyés là, ils n'ont jamais mené une seule opération. La preuve, c'est qu'ils n'ont anéanti aucun groupe armé. Les opérations Soukou, là, c'était même avant l'état de siège. C'était avant l'état de siège. Et puis, c'est la confusion que je ne veux pas que les gens continuent à entretenir. Quand nous demandons la levée de l'état de siège, nous ne demandons pas le départ de l'armée.
C'est différent. L'armée a toujours été là, l'armée sera toujours là. Et l'armée a mené des opérations plus importantes avant l'état de siège. Aujourd'hui, vous parlez de cette opération, ça n'existe plus. J'aimerais poser quand même une question par rapport aux sources. Parce qu'une information est crédible quand les sources sont crédibles. Vous êtes journaliste, monsieur Dan. Quels sont vos... C'est la société civile. Les chiffres que je donne, moi, je n'ai fait que comptabiliser les nombres d'attaques qu'on a enregistrées du 1er janvier au 20, du 1er au 20 décembre. De ce mois ici, nous sommes à plus de 150 morts. Des chiffres de la société civile et des chiffres officiels. Des autorités. L'administrateur militaire qui est à Mahagi, il a fait un communiqué. Je n'ai fait que ça. Je n'ai pas inventé moi des chiffres. Je suis un leader politique. Je ne peux pas venir ici. Mais je vous dis, nous risquons de nous réveiller à ce rythme. La population de l'Ituri sera exterminée et en silence. Parce que le même état de siège impose une terreur militaire insupportable. C'est-à-dire, on vous tue, vous ne pouvez même pas parler, la société, les médias sont muselés là-bas, la société civile craquée, moi je reviens de prison, et maintenant l'état de siège, les militaires là, je termine par là, ils mettent en place une campagne médiatique mensongère. Si vous regardez les images que ces gens vous envoient ici, c'est pour vous dire qu'ils ont tout stabilisé. Merci beaucoup. Alors qu'il n'y a aucun déplacé qui est rentré dans un village, il n'y a aucune milice anéantie. Comment ils peuvent vous dire qu'ils ont stabilisé la situation? On en parle d'ici là, on en parle tantôt. C'est vrai que la question de meurtre, la question des assassinats des Congolais, c'est une question vraiment qui fait mal, surtout dans la partie Est. Le massacre le plus récent de Kishiché, ça fait encore parler. Voilà. Eri Massimbo, Kinshasa mérite mieux une structure de la société civile. Bonjour Eri, merci. Bonjour Dan, merci pour ta présence. Mes co-débatteurs ici sur ce plateau. J'ai salué le premier des Congolais. C'est lui qui porte l'oreille, l'œil, la bouche de tous les Congolais. Même l'œil de Fayoulou, c'est le président de la République qui le porte. L'œil de Bemba, l'œil de Moïse Katumbi, ainsi que l'oreille de Moïse Katumbi et sa bouche. C'est le président de la République qui les porte partout, il est partout, il passe. Donc, cher Luc, soyez calme, soyez apaisé. Ce que vous avez dit, c'est tombé sur l'oreille du chef de l'État et des mesures seront prises pour mettre fin à cet état de choses. Néanmoins, cher Dan, je vais profiter... Qu'est-ce qui vous fait dire ça aux yeux de la société civile? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est tombé dans les oreilles du chef et qu'il y aura une suite favorable? Si ça ne tombe pas aux oreilles du chef, je crois que cette émission n'aura pas son sens même. Non. Pourquoi grande tribune? Pourquoi grande tribune? Vous n'êtes pas dans les secrets du chef. Non. Pourquoi grande tribune? C'est parce que cette tribune, quand nous passons, les yeux du chef regardent et ses oreilles écoutent. Et ça parlera au moment opportun. Comme ça parlait pour le cas de toutes ces sanctions dont la RDC était victime depuis 2008. Voilà. Donc, cher Dan, je m'en vais pour exprimer ici sur ce plateau, devant votre micro, la douleur, le malheur des Quinoises et des Quinois. Parlant de l'entrepreneuriat, comme mon frère Takizala vient de le dire, au niveau de la province, je crois, au niveau de chaque province, il devrait y avoir un mécanisme qui devrait être mis en place au niveau de chaque province pour accompagner les initiatives ou l'entrepreneuriat au niveau de la province, pour propulser un peu plus loin les jeunes entrepreneurs qui sont porteurs d'idées, qui viennent avec leurs idées. Mais au niveau de la ville-province de Kinshasa, qui est ville miroir, ville vedette de la RDC, rien n'est fait. Et d'ailleurs, je vais ici encourager encore ces femmes-là qui débrayaient lorsque le marché Zando était détruit de manière sauvage, brutale, alors que ces mêmes gens qui avaient détruit les marchés avaient promis de pouvoir remettre les marchés. 16 mois après, aujourd'hui, jour pour jour, 23 mois passés, rien n'a été fait. Ces mamans qui débrayaient, qui entreprenaient pour nourrir leur famille, envoyer leurs enfants à l'école, ils avaient tout perdu, ces mamans-là. Aujourd'hui, ils sont nulle part. Leurs enfants sont aujourd'hui à la rue en train de quémander. D'autres aujourd'hui sont basculés vers les colonismes, si ce n'est pas le colonialisme. Donc, ce sont des choses que nous décourageons, mais néanmoins, l'État doit mettre des moyens, une politique pour pouvoir mettre fin
à cet état des choses. Je m'en vais aussi, cher Dan, dénoncer, c'est que je vis en venant ici, les remorques. Je sais qu'il y a un gouverneur dans cette ville qui avait dit que l'ambulance est kumbara bibembete. Mais ce que bibembe, ni ne kumbara ngo. Nous savons tous que bibembelo et kumbara ngo est ba corbillard, ok, pour les accompagner à leur dernier lieu demeure, voilà, où ils vont se reposer pour toujours. Mais ce que je vis aujourd'hui, ça m'a fait mal au cœur. Très bien. Ça m'a fait couler les larmes. Cher Dan, nos frères qui ont été victimes de la médiation d'abord de la ville province de Kinshasa. Très bien. Qui avaient subi qui sont morts à cause des inondations qui a eu lieu. Je veux leur corps être transportés, s'il vous plaît, Monsieur le Président de la République. Leurs corps sont transportés sur le véhicule remorque. Les véhicules censés transporter les conteneurs et les marchandises, c'est ce véhicule-là qui a transporté les corps de nos frères, les corps de vos compatriotes que vous dirigez, dont vous étiez descendus sur le lieu. C'est les corps-là, pour les accompagner à leur dernière demeure, ce sont les remorques qui ont accompagner ces corps-là, qui ont transporté ces corps-là. Je regrette, cher Dan, s'il vous plaît, ça doit quand même nous tiquer, ça doit quand même nous interpeller sur la gestion chaotique de la ville province de Kinshasa. Très bien. Vraiment, nous regrettons, nous invitons tous les Congolais et tous les Kinois de pouvoir s'élever pour mettre hors état de nuire de la ville la gestion maladroite de l'actualité reste dominée. Je pense que ça serait juste si jamais je ne me prononçais pas, parce que moi, je n'ai pas eu droit un biscuit à l'actualité. Oui, je suis juste. Vous allez parler. Vous allez parler. Maître Fedi, arrêtez de pleurnicher. Nous plairons ici nos frères qui sont morts. Vous allez parler, Maître Fedi Mwamba. Vous allez parler. Alors, l'actualité reste, je vais lire quelques nouvelles. Le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité 2 résolutions du Conseil de sécurité présentées par la France. Le premier, le mandat de la MONUSCO renouvelé pour 1 an. Le deuxième, c'est la procédure de notification des fournitures des matériels d'assistance militaire et d'armes, donc, est levée. Deuxième nouvelle, les États-Unis, la France et l'Allemagne demandent ouvertement au Rwanda de cesser tout soutien au M23. L'enrôlement des électeurs commence ce samedi 24 décembre 2022 dans quelques heures, répertorié par la CENI. Autre nouvelle, le conseil d'administration du FMI autorise le décaissement immédiat de 203 millions de dollars supplémentaires au profit de la RDC dans le cadre de l'accord au titre de facilité élargie de crédit. Réaction de Fayoulou suite à la levée de la mesure de notification. Il dit « Saluons la décision du Conseil de sécurité de l'ONU levant la mesure de notification imposée à la RDC sur l'achat d'armes. Remercions la France d'avoir présenté la résolution et félicitons le peuple congolais pour la mobilisation et la pression ayant abouti à cette victoire. » Du côté gouvernement, le gouvernement salue également la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Cour constitutionnelle enfin répond à la requête de la CENI sur l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Donc ils vont devoir également prendre part au processus électoral. Il y a 5 pays qui sont cités qui vont prendre part à ce processus. Alors, Maître Fedi Mwamba, par rapport à l'actualité que nous venons de présenter ici, est-ce que vous avez une question où vous souhaitez réagir? Oui, j'aimerais d'abord revenir sur ce que tu as évoqué ici, parce que manifestement, c'est comme si les gens pensent que lorsque vous êtes au sein d'un parti politique, ça devient comme si vous avez, à cause de votre teinture politique, vous êtes là juste pour encenser votre leader. Ils considèrent que c'est une façon d'encenser un leader. Alors que ce que nous devons retenir, c'est que les idées sont portées par des gens, par des leaders. Vous allez trouver même dans des pays à démocratie multiséculaire, vous allez trouver des trumpistes, vous allez trouver des macronistes. Ils sont là pour défendre les idées des Macron. Les autres sont là pour défendre les idées des Trump. À plus forte raison dans notre pays où nous avons une culture politique qui est pratiquement la somme des cultures paroissiales. Où vous avez, par exemple, les gens qui se reconnaissent dans quelqu'un parce qu'il est, par exemple, de notre tribu et cela. Donc, ça fait partie de notre culture. Par exemple, ça fait partie de notre culture. C'est pourquoi j'aimerais que les gens ne soient pas gênés si, par exemple, vous trouvez un membre d'un parti politique en train de parler de son leader. Il faut que ça soit normal.
Faut pas que ça soit comme si ils sont là juste pour faire l'apologie de leurs leaders. Ils ne savent pas de quoi ils parlent et tout cela. Et vous cherchez à minimiser les gens. Non. Un membre d'un parti politique est différent des membres de la société civile. Un membre de la société civile peut venir, il pose les problèmes que nous... Parce que ce sont des acteurs majeurs de la praxis sociétale. Ils posent des problèmes qui se posent, qui se présentent au sein de la société. Et ils peuvent les soulever sans tenir compte, par exemple, sans citer les noms des gens, c'est tout à fait normal. Mais nous sommes au sein des partis politiques. Et nous avons des gens qui conduisent ces partis politiques. C'est tout à fait normal quand nous venons sur nos plateaux de télévision que nous puissions les citer. Un macroniste, quand il passe sur un plateau de télévision, il va citer Macron, il va parler de la politique de Macron, mais parce que les gens commencent à considérer que non, tout c'est lui qui passe. Et qui parle par exemple de son leader, devient, je ne sais pas moi, comme un chantre. Un dithyrambique et tout cela. Non, c'est pas cela. Non, je pense que c'est une mauvaise façon de voir les choses. Finalement, on ne fera plus de la politique. On ne fera plus de la politique. Il a parlé des courants, on ne refuse pas, mais nous ne pouvons pas plaquer tout ce qui se passe au niveau, par exemple, de l'Europe, les plaquer de bout en bout sur nos réalités. Non, nous avons aussi nos propres réalités, notre façon de faire de la politique aussi, qui devra être, qui fait que nous nous démarquons de ceux qui font de la politique à l'étranger. C'est tout à fait normal. Mais comme et j'aimerais ailleurs, encore... sous d'autres cieux, dans les grandes démocraties, vous voyez, vous n'avez pas qu'un seul dirigeant du parti. Ils font des tours. Ouais, par exemple, même ici chez nous, on organise parfois, chez les démocrates, on organise parfois des congrès, le parti devient comme une institution d'État. C'est-à-dire que en interne, déjà, il y a un combat et il y a des ambitions qui se créent en interne. Et on a des dirigeants. Bon, ça c'est leur façon de faire de la politique. Mais ici chez nous, nous avons une autre façon de faire de la politique et il ne faudra pas que nous puissions nous voiler la face. Au sein de nos partis politiques sont... Il y a l'aspect anthropologique qui compte beaucoup. Si vous regardez l'IDPS, les gens qui ont résisté au sein de l'IDPS, la plupart des gens qui ont résisté au sein de l'IDPS, qui sont allés jusqu'au bout du combat, sont de la province du Kasaï, des provinces du Kasaï. Lorsque vous allez, moi j'étais très proche des gens du Palou. J'ai vu que la plupart des gens qui se retrouvaient au sein du Palou sont des gens, par exemple, du Bandundu. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je suis du Kasaï, mais je me retrouve au sein de l'AFDCA. Vous n'encouragez pas ça. Il n'en demeure pas moins que vous trouvez des gens qui sont d'autres provinces, qui sont dans ces partis politiques, mais la majorité, ce sont les gens du coin, des leaders de ces partis politiques. Malheureusement, il y a cette réalité sociologique qui nous colle à la peau jusque-là. C'est pas encouragé quand même. Bon, ça dépend des appréciations des uns et des autres, mais la réalité est celle-là. Vous comprenez? Il ne faut pas que nous puissions faire, c'est pas moi, de l'hypocrisie à ces sujets. Donc c'est une réalité que nous sommes en train de vivre et nous faisons avec. Donc c'est cela. S'il faut bouger, il faut changer les choses. Je pense qu'avec le temps, ça pourra venir. Et j'aimerais encore évoquer notre sujet qui est important. Ça a trait dans la société. Les transports, c'est très important. C'est un biscuit. Les transports, les populations souffrent. Vous allez parler. C'est un biscuit que vous ai donné. Les transports, on ne sait plus le prix des transports. C'est un biscuit que je vous ai donné. On va faire rapidement un deuxième tour de table rapidement avant de lancer le sujet. 2 minutes, s'il vous plaît. Respectez le temps. Le temps, c'est de l'argent. Alors, par rapport au sujet que j'ai présenté tantôt là, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous souhaitez commenter? Bon, vous avez lu la réaction du président Fayoulou par rapport à cette levée de la mesure de notification préalable avant que la RDC achète du matériel militaire. Et il faut dire ici que si victoire il y a, parce que moi franchement je ne la considère même pas comme une victoire jusque-là, mais si même victoire minime il y a, elle revient au peuple congolais. C'est la pression. Et il ne faut pas oublier ici que si les Nations Unies ont levé cet embargo, c'est parce qu'ils ont au même moment renouvelé les mandats de la MONUSCO. Or, ils savaient qu'en renouvelant les mandats de la MONUSCO, il y aurait eu des manifestations à l'Est. Les gens ne veulent plus parler de cette histoire de la MONUSCO. Alors, ils ont trouvé, malins qui sont, ils ont trouvé quelque chose à nous donner pour contenir la colère. Et au même moment, eux aussi, ils ont ce qu'ils veulent, le maintien de la MONUSCO. Selon le plan de départ de la MONUSCO, c'était jusqu'à 2024. Donc, oui, mais nous, on n'en veut plus. La résolution, nous, donc, on n'en veut plus. Ce la population n'en veut plus. La population congolaise n'en veut plus. 24. Tu peux nous dire qu'elle fait encore la MONUSCO chez nous? Le départ. Elle ne participe à aucune opération.
Je ne vois pas ce que ça fait, cette histoire de MONUSCO encore. Elle ne mène aucune opération. Mais techniquement parlant, on ne peut pas demander à la MONUSCO de partir je suis d'accord. Du jour au lendemain. Je suis d'accord, mais en tout cas, prendre encore une année ou 2024 pour maintenir une histoire des gens qui ne sont là qu'à s'asseoir dans des bureaux climatisés. Oui, des bureaux climatisés. Ouais. Ah non. Alors, c'est ça. Donc, si victoire il y a eu, elle revient au peuple congolais. Je refuse ici cette tendance du régime à sauter sur n'importe quoi. Si le régime cherche un bilan, c'est pas ça le bilan qu'il va présenter. C'est pas dire qu'on a levé, c'est pas... Parce qu'il faut, ok, on a levé mesures. Si nous arrivons demain, il n'y a pas de matériel militaire acheté, qu'est-ce que ce régime va nous dire? Parce que le problème est à ce niveau-là. Monsieur Dan, prenez votre téléphone. Le matériel militaire, ça coûte énormément cher. Moi, l'autre fois, je suis venu lire des prix. Combien coûte un avion militaire? Combien coûte un char de combat? Combien coûte un drone militaire? Ce régime n'a rien acheté depuis 4 ans. Rien, même pas. J'apprends que même tenue militaire, incapable de doter des tenues militaires à l'armée. Est-ce que ça, c'est aussi l'embargo? Parce que même cet embargo, je termine par là, l'histoire de Lutundu là qui nous avait raconté qu'il y aurait eu des armes qui venaient. Cette histoire, c'était un mensonge. Où étaient ces armes? Un monsieur, il est venu à la télé, nous, on a acheté des armes. C'était dans quel aéroport? Dans quel avion? Merci parce beaucoup. Que l'ONU ne gère aucun aéroport. Vos 2 minutes sont épuisées. Je suis clair que ce régime arrête de sauter, il n'a pas eu de victoire d'un régime ici. Eric, ça, c'est le peuple congolais. 2 minutes, on doit lancer rapidement le sujet. Quel est votre... Est-ce que vous souhaitez réagir par rapport au sujet d'actualité que j'ai présenté tantôt là? Voilà, cher Dan, je voulais d'abord rappeler à Maître, je souhaiterais que l'émission soit chronométrée, notamment des paroles puissent être chronométrées. C'est 2 minutes rapidement avant de lancer. Donc tout le monde, j'appelle tout le monde au respect de son temps de parole. Voilà, je voulais d'abord préciser à Maître à Luc Malembe que l'achat des matériels militaires relève de la compétence et de la mission régalienne de l'État. Donc ce n'est pas à un parti politique de pouvoir suggérer à l'État congolais l'achat ou l'achat des matériels ou patati patata, ça relève de la mission régalienne de l'État. Donc, le chef de l'État, comme j'avais dit, qui est l'oreille, l'œil, la bouche des Congolais, c'est ce qu'il fait. Et avant, nous avons crié haut et fort ici, où est le résultat de la diplomatie active du chef de l'État. Aujourd'hui, nous savourons tous, je crois, cette diplomatie-là, qui a été impulsé. Assez proche ces derniers temps du chef de l'État. C'est du travail. Vos positions sont un peu, on dira, certains diront tendancieuses. Si je dois prendre le mot de Maître Freddy Moulumba, ce qu'il a dit tout à l'heure là, je crois qu'il a bien dit, hein, des fois il peut être mal compris, mais néanmoins il est vraiment dans le contexte congolais. Hein, vous savez, cher Dan, il y a des sociétés civiles aujourd'hui dans notre pays. On ne faut pas se le cacher quand même. Il y a des sociétés civiles qui sont proches de l'opposition, sociétés civiles qui sont proches de la majorité. Donc, il ne faut pas, en fait, vouloir vivre autrement, en dehors de votre nature. Okay. Non, donc, nous vivons tous par rapport aux éléments que l'environnement nous impose. On a compris que vous êtes proche du pouvoir. Non, ce n'est pas ça que moi j'ai dit. C'est votre analyse, cher Dan, et votre conclusion. Donc, je félicite d'abord les ministres des Affaires étrangères, Christophe Lutundu là, qui avait vraiment imprégné, je crois, il avait saisi la vision du chef d'État par rapport à sa politique étrangère. Et aujourd'hui, cette diplomatie-là, sous la houlette du chef de l'État, menée par Christophe Lutundu là, a porté ses fruits. Il a défendu, il a été à la première ligne durant tous ces combats. Et aujourd'hui, la levée des sanctions, tous les Congolais est en train de les savourer. Merci. Que ce soit katumbiste ou bembiste, ainsi que fayoliste. Tout le monde est en train de savourer cela. Monsieur Mathieu Takizala, rapidement. Je pense que je dirais que le parti politique, on s'est réuni sur base des idéologies. Vous soyez créateur de parti politique, vous soyez créateur d'entreprise. Ça veut dire que ce qui peut vous faire avancer, ce sont des idéologies et les approches que vous allez mettre en pratique par rapport à la réalité de la République démocratique du Congo. Lorsqu'un parti politique ne fonctionne pas sur base d'idéologie politique, il frôle ce qu'on appelle du populisme, l'extrême. Or, qu'un parti politique républicain va, tout ce qu'ils vont commencer à mettre en tenissant compte de la réalité de la République et en mettant en exergue
l'idéologie politique, la philosophie politique. Vous comprenez? Donc, si la philosophie politique requiert la République démocratique du Congo, nous avons les échecs dans tous les secteurs. C'est ça, vous voyez. Tout part de là. Et je vais regarder, c'est que... parce que qu'est-ce qui se passe? L'économie congolaise n'est pas financée. Je vois que Bretton Woods, l'FMI, vient de faire un programme. Et depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, il faut mettre des mesures incitatives autour de l'entreprise. Faciliter, élargir. Faciliter et faire des réformes dans, moi je suis économiste du bord monétaire, dans l'industrie monétaire, la République démocratique du Congo. Parce que lorsque les entreprises ne seront pas financées, ça va être de plus en plus difficile pour que l'État fonctionne d'une façon correcte. Nous devons avoir des concitoyens qui payent des impôts, qui consomment dans la normalité des choses. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que la consommation a choisi. Nous plairons des morts. Pourquoi on plaire des morts? Logiquement, une société a une sociologie. La sociologie de la société, c'est quoi? La classe moyenne, la classe ouvrière et la classe aisée. Mais pourquoi on n'a plus des ouvriers? Les usines ne sont plus ici. Pourquoi? Parce qu'on ne finance rien. Lorsque vous décidez de créer une entreprise, c'est vous-même qui doit commencer à faire. C'est le gouvernement. Or, ironie de l'histoire, ça veut dire que ce monsieur qui crée l'entreprise embauche des Congolais. Mais il va payer aussi des taxes. C'est pour ça le vrai problème aujourd'hui, c'est quoi, Dan? Nous avons fait 62 ans d'indépendance, de la souveraineté du côté congolais. Mais quand vous voyez même l'infrastructure recule, l'exode est devenu le monnaie courante des Congolais. C'est là où les politiques doivent mettre un peu l'eau dans leur vin. Parce que le vrai problème, il doit comprendre, il ne va pas ignorer la réalité. Si nous partons dans du bloc populiste et du bloc régionaliste, en disant parce que le parti est créé de Bandundu et ça doit s'héberger que des gens... Non, ce n'est pas le Bandundu qui va créer le parti. Ça doit être les approches universelles de la politique. Lorsque nous échappons l'approche universelle de la politique, c'est pour ça que vous voyez qu'on ne crée rien. C'est pour ça que vous voyez que l'économie du XXIe siècle, nous n'avons même pas une dizaine de sociétés congolaises qui partent à l'international. Parce que nous laissons dans nos moules congolaises en disant non, tout ce que nous faisons, la science est universelle. Vous êtes médecin congolais et égal avec le médecin soudanais. Mais il faut maintenant appliquer avec nos réalités. L'histoire de la politique, on ne peut pas les mettre en personnalisant les gens. Très bien. Ça doit être les approches réelles, pragmatiques. Si on ne met pas des approches pragmatiques, si on ne finance pas les entreprises, c'est pour ça que vous voyez que ce populisme, le régionalisme, où non, les scientifiques ne peuvent pas encourager ça. Cherchons des résultats un peu locaux. Merci beaucoup. Je vais donc lire l'actualité en images, en complicité avec la régie. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté mardi 20 décembre à l'unanimité la levée du régime de notification d'achat d'armes par la République démocratique du Congo. Des réactions ne se sont pas fait attendre tant du côté de Kinshasa que de l'opposition. Pour le gouvernement congolais, il salue ce vote qui répare l'injustice dont le pays a été victime depuis des années. Patrick Mouyaya parle de la bataille gagnée et une injustice réparée. Par ailleurs, Martin Fayulu ignore l'action diplomatique de Tshisekedi. Voilà la rédaction qui nous parle de cette grande actualité de ce jour. On remet à s'étendre. 5 minutes chacun. Chronométrez vos montres. Maître Fedi Mamba, votre première réaction après avoir appris cette résolution du Conseil de sécurité? Mon cher Dan, si j'étais de l'acabit des gens qui ont l'habitude de dire je suis un prophète politique, je dirais que je suis un prophète politique, mais ce n'est pas le temps de verser dans une espèce d'autosatisfaction béate pour dire j'avais dit. Je pense que sur plusieurs plateaux d'ailleurs, pas seulement sur plateau télévision, j'ai fait remarquer une chose, que la diplomatie superfétatoire n'existe pas. Donc ça veut dire que ce que le président était en train de faire n'était pas à prendre à la légère. Et aujourd'hui, je pense que plusieurs personnes commencent à comprendre, parce que plusieurs voix se sont élevées pour dire que le président de la République était en train de gaspiller l'argent de la République en effectuant des voyages. Mais aujourd'hui, nous avons les résultats, effectivement, de ces voyages. C'est grâce aux voyages. Déjà, moi, quand j'ai vu un aparté, parce que l'unique président qui a bénéficié d'un aparté avec
avec le président des États-Unis, Biden, c'est le président Félix qui a bénéficié d'un apartheid. L'unique président qui a bénéficié d'un apartheid. Non, il y a eu. Qu'il a reçu dans les. Ce sont les États. Si, non, non. Les États qui vont organiser les élections en 2023, qui se sont réunis. Non, il faut d'abord comprendre que le Biden, dans les bureaux ovales, a d'abord réussi le président Félix. Quand il a fini avec le président Félix, ils sont allés rejoindre les autres chefs d'État qui étaient assis autour d'une table. Il y avait le président gabonais, il y avait le président ghanéen, il y avait le président Buhari du Nigeria. Pourquoi d'abord? Ils étaient en fait environ 5 présidents de la République autour de la table. Mais l'unique qui a bénéficié d'un aparté, c'était le président Félix. Et puis après, ils sont allés à la table où il y a eu les autres chefs d'État qui les ont rejoints à la table ensemble avec... Pourquoi on a accordé un aparté? Pourquoi? Parce que en fait, la question de la République démocratique du Congo, c'est une question qui revêt une importance indéniable sur le plan géostratégique. Aujourd'hui, avec la transition, on dit, si la République démocratique du Congo arrivait à tomber dans le main de la Russie, par exemple, nous risquons de perdre gros. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Faisons un effort pour consolider les partenariats privilégiés que nous avons avec, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo, de telle sorte que... C'est pour ça qu'ils ont condamné le Rwanda de soutenir les non, de telle sorte parmi, que nous puissions... Parmi les conséquences. Non, pas. Il y a ça aussi. Il y a aussi, ils veulent protéger leur amitié les efforts qui ont été déployés par le président de la République. Parce que beaucoup ont dit ici... Dans quel sens? Que nous sommes seuls, nous sommes en train d'évoluer sur la scène internationale, nous sommes seuls, nous sommes isolés. Il n'y a aucun pays qui condamne les atrocités commises dans la partie orientale de notre pays. Mais aujourd'hui, le langage a changé. Parce que nous avons la France qui a condamné, qui a suivi pratiquement les États-Unis, qui ont condamné les atrocités et qui ont même demandé au Rwanda d'arrêter de soutenir les M23. Mais pourquoi on insiste beaucoup sur le Rwanda? On ne parle pas plus de l'Ouganda. Ils sont des tireurs des ficelles. Ils savent que la personne, l'homme orchestre dans ce qui se passe dans la partie orientale de notre pays, c'est Kagame. Ce n'est pas grâce au... C'est Kagame qui est en fait la cheville ouvrière de l'insécurité dans la partie orientale de notre pays. Ce ne serait pas la politique menée par le chef de l'État, mais c'est plutôt la mobilisation interne, comme disent... Non, je ne peux pas en fait négliger ce qui a été fait aussi en interne, et encore que le président de la République avait aussi saisi la balle au bon, dans la mesure où le président de la République a mobilisé aussi les Congolais, a appelé les Congolais à une mobilisation tous azimuts. Et les Congolais ont répondu favorablement à l'appel qui a été lancé par le président de la République. Ils se sont mobilisés. Nous avons senti, parce qu'avant, il y avait juste une grande aspiration à l'unité nationale. Il y avait une aspiration. Maintenant, cette fois-là, ça a été concrétisé. Quand le président de la République a lancé l'appel, ça a été concrétisé. Tout ça là a joué, a fait en sorte que aujourd'hui, on puisse lever... Imaginez, mettez-vous dans une situation où on n'avait pas encore levé cette notification. Tu es journaliste et tu le sais très bien. Tu le sais mieux que moi qu'il y avait des gens dans les plateaux de télé qui disaient que notre diplomatie ne marchait pas. Quand on ne lève pas la notification préalable, c'est une affaire du président qui va en villégiature à l'étranger. Mais quand on lève, ce n'est plus une affaire du président qui va en villégiature à l'étranger. Ça devient maintenant, non, cette fois-là, c'est la population. Ce n'est plus le président de la République. Merci ça beaucoup. devient maintenant la population. À ce moment-là, nous sommes où et qu'est-ce que nous voulons. Et donc, il s'agit ici de féliciter ce qui a été fait par le président de la République. Ce sont les résultats de notre diplomatie. Parce que c'est la diplomatie qui nous permet, qui est l'instrument qui permet de concilier les intérêts entre les États. Très bien. Et sur base de cet instrument, nous avons aujourd'hui la levée de cette notification. Merci Donc, beaucoup. mais j'ai précisé, tu as vu que je suis resté équilibré, j'ai dit, il ne s'agit pas de verser dans une sorte d'autosatisfaction béate. Très et bien. donc, il faudra que le ministre de la Défense prenne ses responsabilités, qu'on achète les armes qu'il faut pour bouter hors de notre territoire l'ennemi. Très Voilà, bien. c'est cela. Merci. Malembe, vous avez la parole. Votre point de vue. Très bien. D'abord, je suis mal lésé que des gens viennent chanter une prétendue
victoire, c'est pas victoire diplomatique. Est-ce que c'est ça qui règle le problème? On a levé une mesure d'information préalable pour acheter des armes. Parce que nous n'étions pas sous embargo, il faut le dire ici. Ça date de 2008. Ok. Mais maintenant, où sont ces armes? Nous devons les acheter. J'aurais voulu que monsieur me dise ici, voilà, la première cargaison d'armes est arrivée, il n'y a rien. On va se limiter là à célébrer en fait des histoires qui n'existent pas. Ce n'est que hier qu'on a... Mais les substratums, non, là, c'est moi là-bas, qui sur parle. la programmation militaire, Écrivez. Écrivez, monsieur. Oh, voilà. C'est pas comme ça. Alors, j'ai entendu ici que M. Tshisekedi aurait été, c'est pas reçu en aparté d'abord. Un avocat, ces genres de discours sont quand même humiliants. C'est humiliant que des gens jusqu'au XXIe siècle ont avec gardé l'économie du monde. C'est moi qui parle, s'il vous plaît. Ayez un peu de discipline. Quand vous avez parlé, moi j'ai noté. Restez calme. Alors, vous ne savez pas écrire ou quoi? Alors, je dis ceci. S'il vous plaît, pas voilà. Je dis ceci que. Non, je sais que c'est un avocat, il sait écrire, qu'il écrive. Donc, je dis ceci que nous sommes au XXIe siècle. Nous devons arrêter avec ces discours d'éternel colonisé. Messieurs, dames, ce n'est pas les États-Unis qui vont régler notre problème. Les États-Unis coopèrent avec nous depuis l'indépendance et nous n'avons eu que des problèmes. Est-ce que Maître Félix peut me montrer un seul bâtiment construit par les États-Unis dans cette ville ou dans ce pays? Il n'y en a pas. Ces gens nous ont aidés à quoi d'abord? Tout ce qu'on a comme ouvrage important, c'est la Chine. L'Assemblée nationale, le pont Maréchal, c'est le Japon. Le stade des martyrs, c'est la Chine. Qu'est-ce que les États-Unis nous ont déjà construit ici? Rien. Arrêtez ce langage, les amis. Alors, j'ai ici le communiqué du département d'État américain, le jour où M. Blinken a rencontré Tshisekedi. Mais Tshisekedi a signé l'inacceptable là-bas. J'ai le communiqué. Je prends juste un extrait. Les secrétaires d'État Blinken et le président Tshisekedi se sont accordés sur l'importance de la mise en œuvre immédiate du communiqué de Luanda concernant notamment la cessation des hostilités, le retrait du groupe armé M23, la fin du soutien de l'État aux groupes armés. Quels sont ces groupes armés que l'État soutient chez nous? Ça, c'est le discours du Rwanda. La fin du soutien de l'État. De l'État aux groupes armés. L'État congolais. Oui, c'est ça, non? C'est ce que Tshisekedi a signé. Je n'ai pas fini. La condamnation du discours de haine. C'est où ce discours de haine? Qui l'a tenu? Voilà les choses que les gens ici vont signer là-bas pour chercher des deuxièmes mandats impossibles. Signer, c'est pas qu'on va donner nos minerais, on va exploiter avec, c'est pas la Zambie. Voilà les choses que ces gens vont signer. Arrêtez de trahir notre pays. Ça, c'est le communiqué du département d'État. Le jour où M. Tshisekedi a échangé avec Anthony Blinken. Aux États-Unis. Oui. Voilà les choses que les gens... Est-ce qu'ils connaissent? Ils ne connaissent même pas. Je vous l'envoie. Le communiqué est sur le site du département d'État. Oh, il faut lire. Alors, je voudrais également que les amis fassent la différence ici entre les acteurs politiques et les chercheurs d'emploi, comme j'en vois beaucoup ici. Non, mais s'il vous plaît, j'aimerais comprendre. Il y a des gens qui font l'éloge ici des leaders. C'est pas ça la politique, c'est pour plaire, pour qu'on se fasse remarquer, qu'on vous appelle pour avoir du travail. Ça n'a rien à voir avec la politique. Quel travail Fayoulou va me donner? Non, c'est ce que vous faites avec Fayoulou. Non, quel travail Fayoulou va me donner? Il est à l'opposition? C'est un député national. Non, Fayoulou n'est pas député national, il est président élu de la République démocratique du Congo. Il a été élu député national en 2008. C'est son suppléant qui siège. Alors quel travail il va me donner? Non, moi j'ai 10 ans dans ce combat. Vous êtes dans un combat? 10 ans que je suis à l'opposition. Si j'avais commencé mes 10 ans, j'étais à l'AFDC, je serais ministre. Je ne l'ai pas fait. Est-ce que si aujourd'hui Fayoulou accède au pouvoir, vous n'allez pas défendre son pouvoir, le régime? Oui, mais je ne peux pas faire l'éloge. Ok? Moi, je soutiens la vision que M. Fayoulou a. Je ne soutiens pas l'individu Fayoulou. Je ne ferai pas l'éloge de quelqu'un, moi, Luc. Là où ça va, je vais dire ça va. Si ça ne va pas, ça ne va pas, je vais le dire. Pour vous, donc, je soutiens la vision détenue par M. Fayoulou. C'est un non-événement. Quoi? La levée de l'identification. En tout cas, tout ce que moi je félicite ici, c'est le peuple congolais que j'ai vu se mobiliser depuis le début de cette agression. D'ailleurs, si vous regardez tout ce que ce régime a eu à prendre comme mesure, ça a été dicté par l'opinion. Nous sommes au début de l'agression rwandaise. L'armée montre des Rwandais, 2 sujets rwandais capturés au front. Ici, ce gouvernement dit c'est faux. 1 minute. Oui, le gouvernement contredit l'armée.
le gouvernement Tshisekedi va à Luanda, il remet les deux Rwandais à leur pays. N'est-ce pas, vous vous rappelez? Nous sommes au début de cette agression. Les peuples congolais demandent qu'on chasse, qu'on fasse partir M. Karega, l'ambassadeur rwandais ici. Là, ça a pris 6 mois à ce régime. Vous êtes dans le passé. Non, je voudrais vous montrer que tout ce qui a été fait par Tshisekedi, en réalité, il n'allait pas le faire si ça n'était que la pression populaire du peuple congolais. La vigilance. Ok? Même le mariage Tshisekedi, comment dire, Kagame, qui était devenu terrible. Les gens ici ont amené Kagame ici dans un stade, ils ont dansé pour lui. Merci beaucoup. Alors, non, je n'ai pas fini mes minutes. Si. Alors, j'ai dit que tout ça, tout ce que vous voyez aujourd'hui, ça, c'est le peuple congolais. Ce régime n'a fait que voyager, la jouissance. Ce qu'ils font là, ce n'est pas de la diplomatie. C'est la simple promenade du simple tourisme d'État. Ce que Tshisekedi là n'a rien. J'ai fini par l'entrepreneuriat, j'ai fini par là. S'il vous plaît. L'entrepreneuriat, c'est juste un mot. Non, c'est pas vous qui le comptez. Juste un mot. Vous devez rester dans les Juste un mot. L'entrepreneuriat, je note que toutes les promesses de M. Tshisekedi en termes d'entrepreneuriat, il n'a rien tenu et son mandat se termine. Il disait qu'il va créer des milliardaires congolais. Ce sont des milliardaires plutôt, des millionnaires congolais. Merci. Plutôt ce qu'il a créé, c'est des millionnaires indiens, pakistanais, chinois et libanais. Aucun Congolais, aucune banque congolaise. Les Congolais, aucun riche aujourd'hui congolais. Merci beaucoup, M. Malembe. M. Massimbo, votre lecture, c'est une victoire du pouvoir. Quelle est votre lecture? Comme je l'ai toujours dit, cher Dan, je ne cesserai de le dire. Le premier des Congolais, c'est lui qui avait levé les tons pour la première fois. C'est lui qui avait dénoncé, c'est lui qui avait condamné les manigances, la politique hégémonique du Rwanda en RDC. Le président de la République l'avait fait. Et le chef de l'État avait demandé à toute la population congolaise de pouvoir suivre le pas. Et aujourd'hui, Fayulu avait suivi les pas, Katumbi avait suivi les pas, tous les leaders politiques, notamment aussi mon cher ici présent, Luc Malembe, avaient suivi les pas pour dénoncer l'infiltration du Rwanda dans notre pays et ces actions militaires qu'il est en train de mener ici. Ici, cher Dan, laisse-moi vous dire, je ne m'arrêterai pas de pouvoir dénoncer encore le complot au niveau international contre notre pays, notamment tenu par les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Ouganda, le Rwanda, l'Allemagne. Ils sont dans le complot international. Mais ce sont ces mêmes États-là qui aujourd'hui, la Belgique, l'Allemagne, la France, les États-Unis, tous les 4 États-là, partenaires de la RDC, qui ont demandé ouvertement, ce n'est pas un communiqué, mais ils l'ont dit ouvertement, demandé au Rwanda d'arrêter de soutenir le M23. En quoi ils sont encore dans le complot? Cher Dan, laisse-moi vous dire, moi je ne sens pas l'odeur du père, comme d'autres peuvent les sentir ici. Je ne m'attache pas à des mots qui se disent, par exemple, d'autres peuvent encore l'évoquer ici, des partenaires inconditionnels et naturels. Entre les États, il n'y a pas de partenaires conditionnels et naturels. Il n'existe pas. Traditionnel, je vais le dire. Il n'existe pas. Il n'existe pas que les intérêts. Chaque État amène sur la table ses intérêts et ses préoccupations. Il expose. Et l'autre aussi fait la même chose. Et il juge l'opportunité de pouvoir coaliser leurs efforts pour pouvoir répondre aux besoins des uns et des autres. Okay. Dans le cas des États-Unis, rien n'a été fait dans ce sens-là. Je dois vous le dire. Ils ont mené la politique d'endormissement dès le départ, le début du mandat du chef de l'État. Il faut se le dire. Si aujourd'hui, on a obtenu les résultats qu'on a obtenus sur la levée des sanctions, d'ailleurs, c'est levé à moitié. Ça, beaucoup de gens l'évoquent, même les Nations Unies ne l'évoquent pas. Ils ont allégé en fait. Parce que nous sommes censés communiquer tous les 6 mois l'évolution de nos achats, de notre entreposage, de la manière dont nous utilisons nos armes. Nous sommes censés pouvoir le faire, donner ces rapports aux Nations Unies. Et les types d'armes que nous achetons. Cette mesure de notification avait été prolongée. Pourquoi? Parce que selon les Nations Unies, les armes qu'on achetait tombaient dans les mains des généraux qui étaient dans des connivences avec des groupes armés. Et donc, il y avait la crainte que, justement, ces armes-là puissent finir dans les mains des groupes armés. Cher Dan, s'il vous plaît, toutes les armes, et les matériels militaires que les États-Unis sont en train de donner à l'Ukraine, sont en train de te détourner. Il faut suivre les médias internationaux. LCI, France D, les débats.
autour de toutes les manœuvres militaires américaines qu'ils sont en train de faire l'Ukraine avec la guerre qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. Les achats d'armes qui s'est fait au niveau international, les armes, les matériels militaires que les États-Unis sont en train de donner à l'Ukraine sont en train d'être détournés par les hauts placés militaires ukrainiens. Ces armes-là, on vend où? Mais ces armes-là, ça descend jusqu'au Sahel, ici, au Sahel, pour financer les groupes armés, les groupes terroristes, et leur donner les armes pour pouvoir mener à bon train leurs manœuvres militaires à la recherche des minerais stratégiques, notamment au Sahel là-bas. Et les Mali sont mis en jeu par rapport à ça. Donc, sur cette levée, les États-Unis, peu importe ce qu'il va dire, ça m'emporte paix. Je crois, moi, que notre pays, nous devons financer sur l'intelligence au niveau interne, sur l'éducation au niveau interne. Je crois et je suis sincère, c'est ce que je vous l'ai dit, l'homme congolais est capable de pouvoir développer sa propre industrie militaire pour pouvoir faire face à... Non, jusque-là, je ne suis pas encore dans mes minutes. Je suis encore dans mes minutes. Est-ce qu'on a la main-d'œuvre qualifiée au Congo? La main-d'œuvre. Mais c'est là le rôle de l'État. C'est là que l'État doit intervenir. Est-ce que les jeunes sont formés dans la transformation de matières premières? C'est là que l'État doit intervenir. C'est là que notre État doit intervenir. L'État doit financer les recherches, doit financer les intelligences. Nous voyons ici, dans deux vidéos, des petits Congolais, des jeunes Congolais de 12 ans, 13 ans, fabriquer des jouets. Ces jouets-là, laisse-moi vous dire, dans les salons high-tech au niveau international, ce sont les gens comme ça, les petits jeunes de 11 ans, 12 ans, qui viennent avec leurs petites innovations, on les prend, on les encadre auprès des industriels, et ces jeunes-là développent leur intelligence avec les matériels qu'il faut pour pouvoir propulser leur pays. Donc notre pays, nous pouvons aussi investir dans notre jeunesse, dans l'éducation, dans la recherche. Je crois, en faisant cela, la République du Congo, avec toutes les matières premières que nous avons, tous les minéraux stratégiques que regorge ces pays, notre sous-sol, nous sommes capables de pouvoir créer une industrie militaire forte pour faire face à tous nos ennemis, nos 9 ennemis que nous avons. Ce ne sont pas nos voisins, ce sont nos voisins ennemis. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Matek, quelle est votre lecture de cette question? La levée de cette mesure de notification, qu'est-ce qu'elle apporte au Congo? Qu'est-ce qu'elle va réellement apporter? Quelle est vraiment la portée de cette mesure prise par le Conseil de sécurité? D'abord, vous savez que les États se communiquent entre les autres États. Il faut utiliser l'expression l'intelligence économique. Aujourd'hui, je vois mon compatriote parle, on va booster les jeunes, mais pour mieux booster les jeunes, il faut booster les entreprises. Un jeune tout seul, non. Il y a des entreprises. Moi, je suis dans l'ingénierie. Et c'est dans cette ingénierie que vous êtes en train de parler. Là. Il faut que d'abord consommons les entreprises qui sont à la démocratie du Congo, au lieu de consommer dans l'informel. Et c'est là où ces jeunes génies-là peuvent avoir des enclos qui peuvent avancer. Parce qu'aujourd'hui, on a quoi? Nous avons des écoles, mais en face des écoles, l'entreprise est absente. Et lorsque l'entreprise est absente, l'innovation va venir de quel bois? De quel bord? C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que le lobby congolais dans le terrain économique devienne de plus en plus fort. Le lobby congolais de l'économie ne peut pas être uniquement le vent de Brite. Ça doit être aussi les enseignes congolaises, les sociétés congolaises qui captent sans vous arrêter à l'international et qui permet à cet État que nous puissions avoir cette socle. Vous parlez des écoles. Que les autres peuvent nous respecter. Je ne vous arrête pas. Parce qu'aujourd'hui, la République démocratique, Monsieur Mathieu, dans le terrain de l'entreprise, je ne vous arrête pas. Vous parlez de l'école. L'école est là, mais en face, il n'y a pas d'entreprise. Oui. Mais est-ce que l'école forme des personnes est-ce que l'école forme des personnes adaptées aux besoins que le Congo a besoin? Oui, mais le problème, c'est quoi? Normalement, la formation a un sens lorsque vous tenez compte de la réalité du marché de l'emploi. Le marché de l'emploi guide la formation des uns et des autres. Or, nous, on a fait 70 ans, le marché de l'emploi, on nous donne dos, mais on veut former les Congolais. C'est pour ça que vous voyez que le paradoxe de la société congolaise, c'est-à-dire que l'école... On forme les gens pour le chômage. Mais on le forme pour faire quoi? On forme pour les gens pour le chômage. Mais oui, mais parce qu'il n'y a pas de débouché. Ça veut dire que les entreprises... Moi, je suis à la tête d'une plateforme qu'on a mis pour booster le PME démocratique du Congo, qu'on appelle Défi RDC. Vous voyez qu'à l'intérieur, il y a des sagas. Mais sauf que ces histoires de femmes et hommes qui sont chefs d'entreprise à la démocratie du Congo, c'est pareil. Ça veut dire qu'ils fonctionnent eux-mêmes, mais le système collectif ne les donne pas de béquilles à agir. C'est ça le vrai problème de la démocratie du Congo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous voulons avancer,
les petites moyennes entreprises dans tout système économique ont un sens. Si nous voulons capter l'investissement étranger, nous devons permettre aux entreprises petites et moyennes qui sont à la démocratie du Congo d'être ceux qui peuvent nous aider. Et que lorsque les dirigeants congolais se déplacent à l'international, ils doivent se balader aussi avec le chef d'entreprise sectoriel. Parce que c'est dans ces secteurs-là qu'on peut avancer, qu'on peut amener les innovations. Aujourd'hui, nous avons un problème, l'infrastructure. Nous avons un problème, la logistique. On parle des armes. Mais la guerre, on le fait aussi avec la logistique. Moi, je suis dans le génie de la logistique mécanique. Et dans la logistique mécanique, 40 ou 50 ans, nous importons tout en brut. C'est-à-dire que le véhicule que nous déplaçons avec, on a reculé. Or, dans les années 70, on avait une chaîne de montage ici. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous, l'intellect ou l'intellectuel congolais, veut devenir puissant, il faut d'abord booster les entreprises qui sont à la démocratie du Congo. En d'autres termes, vous savez, à la sortie de l'indépendance, ce n'est pas une à la nouvelle. sortie de l'indépendance, excusez-moi Dan, Allez-y. à la sortie de l'indépendance, on avait les semi-industriels. Près de 6 000. Mais aujourd'hui, les entreprises qui transforment la démocratie du Congo ne sont même pas 1000. Vous comprenez? Donc, maintenant, il faut maintenant qu'on comprenne qu'on est en retard. Il faut permettre les entreprises, les plateformes comme Défi RDC, il y a des entreprises à l'intérieur, mais qui sont ni financées, ni consommées. Mais maintenant, comment vous allez faire? Ces jeunes hommes, vous le prendre. Moi, je suis entrepreneur. Là, en ce moment, on est en train de négocier d'acheter une boîte ici, à la place de Kalina. Quel est le banquier qui est derrière moi? J'achète avec mes propres frais. Quelle injustice! C'est une énorme injustice. C'est ça le vrai problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces jeunes, vous allez prendre. Moi, l'entreprise, j'ai des difficultés d'abord d'avoir le contrat. J'ai des difficultés d'avoir le financement. Maintenant, les jeunes, vous allez prendre qui a fini l'école. Il va faire quoi? Il a un bureau. Il a quoi? C'est ça le vrai problème. Il faut, si nous voulons que ces jeunes gens deviennent des génies, c'est autour des entreprises. Il faut booster les entreprises qui sont aujourd'hui à la démocratie du Congo. Et que les véhicules des ministres doivent choisir aussi ça. Et que tout ce qui est ici, il faut donner aussi. Et que la police aussi consomme aussi les PME qui sont à la démocratie du Congo. C'est comme ça que vous allez voir que même les autres vont nous prendre au sérieux. Mais lorsque les entreprises congolaises vont rester uniquement le parent pauvre, il faut faire aussi les réformes. Le défi de la RDC, c'est le défi de fabrication au niveau local, c'est-à-dire les armes. Mais cette fabrication, au niveau local, il faut une chaîne de la valeur. Cette chaîne de valeur doit se faire autour des PME, des entreprises. Il y en a quelques-uns, les ateliers. Si vous ne maîtrisez pas la technique, vous êtes un pays doit fabriquer des bateaux, doit monter des véhicules, doit fabriquer le médicament, doit produire la nourriture, mais ça ne va pas se faire autour uniquement des ministères. Ça doit se faire autour des entreprises. Nous, les chefs, moi je suis un chef d'entreprise. Privé. Nous sommes sur le terrain. Privé. Est-ce que mon entreprise, depuis 2016, je n'ai même pas un contrat, ni avec une institution de la place, ni avec les entreprises de portefeuille. C'est ça les énormes déficits de la démocratie du Congo. Mais quand vous regardez les 6 ans que je suis à Kinshasa, l'argent qu'on a jeté à l'ISTA, qu'on a mis à la l'INPP, pour quelle finalité? Il faut aussi jeter de l'argent autour de l'entreprise pour que ces jeunes gens, quand ils finissent, ils trouvent là où ils peuvent faire stage. C'est ça le vrai problème. Merci beaucoup, M. Mathieu Takizala, pour votre plaidoyer. Je pense que c'est tombé dans les oreilles des autorités telles que Eri Massimbo. Heureusement ou malheureusement, je le rejoins dans cette posture. Maître Freddy Mamba, c'est un trempe-l'œil, c'est une façon de voir qui apparemment, c'est un peu un retard que nous avons. Pensez que cette levée était importante pour nous. Le plus important, le défi le plus important, c'est d'avoir des main-d'œuvre, personnes qui ont une main-d'œuvre qualifiée et que nous puissions transformer localement. La RDC a le potentiel de transformer les matières premières ici, avoir pourquoi pas les armes, Luc a parlé tantôt des matériels militaires qui coûtent très cher. On peut les transformer localement puisque nous avons tout ce que nous avons. Bon, je pense que avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord revenir sur ce que mon frère Lick a dit ici lorsqu'il a pris la parole. Ce que j'aimerais lui dire, c'est que dans un débat, monsieur Lick, il faut que tu retiennes que dans un débat, il y a une interaction qui intervient parfois. Tu peux dire quelque chose, j'interagis à chaud, je réagis même à chaud. Ça arrive dans un débat. Ce qui est mal, c'est si ça commence à faire désordre, là c'est mauvais. Tu ne peux pas m'obliger de dire, il faut seulement écrire. Non. C'est écrit nulle part pour dire que lorsqu'on fait un débat, on est obligé d'écrire. Non. On peut aussi écrire pour ne pas oublier. Vous comprenez? Quelqu'un peut écrire, quelqu'un peut ne pas aussi écrire, ce n'est pas obligatoire.
quelqu'un peut aussi réagir. Les mal, c'est lorsqu'on commence à parler au même moment, là c'est mauvais. Et donc, il ne faut pas faire voir à l'opinion, faire voir à l'opinion que je suis un indiscipliné sur un plateau de télévision ou tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Nous sommes dans un débat, tu peux dire quelque chose. Et moi, je trouve que ce que tu dis là, c'est mieux que je réagisse à chaud. Donc, si tu peux le faire, c'est pas un problème. Moi, je n'en fais pas un problème du tout. Le mal, c'est qu'on parle tous au même moment. Là, c'est mauvais. J'aimerais encore, maintenant, en fait, de ce qu'il a évoqué ici, s'agissant de la question en rapport avec le président de la République, parce qu'il dit que je suis en train d'éventer des personnes, lui il est là, il ne parle pas des Fayoulou, il défend les idées des Fayoulou. Mais il faut que je te rappelle, sur le pied de l'article 69 de notre Constitution, on dit que le président de la République, il est le garant de l'intégrité de notre territoire, et le garant de la souveraineté nationale. Et la question diplomatique, c'est une question qui relève de la souveraineté de l'État. C'est une question régalienne de l'État. C'est tout à fait normal que, lorsque les choses marchent sur le plan diplomatique, que nous puissions dire que le président de la République a fait un travail notable, un travail significatif sur le plan diplomatique qui commence à produire des effets. Et c'est pas mal de les dire. C'est pas du tout mal de les dire. Quand on le dit, il ne faut pas considérer qu'on le dit tout simplement parce que nous avons besoin d'encenser ou bien nous sommes à la recherche de postes. Mais je te dis qu'en politique, on dit l'intérêt et la mesure de l'action. Même vous, tu as dit que tu as fait 10 ans au sein de l'ECD. Tu n'as pas fait 10 ans au sein de l'ECD pour le plaisir de faire 10 ans. Tu es dans un combat parce que tu t'es dit que parce que les partis politiques sont en train de poursuivre la conquête du pouvoir, de rechercher la conquête du pouvoir. Un jour, vous pouvez aussi conquérir le pouvoir et tu vas trouver aussi, tu auras la possibilité de pouvoir aussi gérer, de pouvoir accéder aux responsabilités. Ce n'est pas mauvais, il ne faut pas considérer que non, si moi j'ai aussi des ambitions d'accéder aux responsabilités, que ça devient une mauvaise chose, je suis en politique. C'est tout à fait normal que je puisse aussi avoir des ambitions. Et donc, voilà, c'est cela. C'est grâce au chef de l'État que nous en sommes arrivés là. Mais bien sûr, je vous ai dit sur le pied de l'article 69, pour dire que ça revient au président de la République. C'est pourquoi chaque fois ils disent que quand ça ne marche pas dans la partie orientale de notre pays, et l'opposition pointe du doigt accusateur le président de la République. C'est la France qui a... En quoi est-ce qu'il pointe du doigt accusateur du président de la République? C'est la France qui a porté cette résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies. La France... Il y a au niveau interne, il y a une pression qu'on a sentie de la part de la société civile, notamment les catholiques, qui ont demandé... Si tu comprends ce qui se passe sur le plan international, tu comprendras que la France... Il y a un peu cette peur de la France que la RDC puisse quitter l'Organisation internationale de la francophonie. La France s'est toujours ralliée à la posture des États-Unis d'Amérique. Ça a toujours été ainsi. Lorsque les États-Unis d'Amérique décident, la France a toujours suivi ce que les États-Unis d'Amérique ont dit. C'est comme ça qu'ils font souvent, surtout au niveau de l'Europe. Au niveau de l'Europe, ça a toujours été ainsi. Non, la plupart des cas, ça c'est un cas particulier. Mais la plupart des cas, je vais te montrer plusieurs guerres qu'ils ont menées ensemble, que ce soit en Libye. La personne qui avait intérêt à mener la guerre en Libye, c'était la France plus. Mais les États-Unis ont soutenu. Dans le cadre de l'OTAN, les États-Unis ont soutenu. Dans le cadre de l'OTAN, les États-Unis ont soutenu. L'Alliance Atlantique est aussi au niveau de... C'est dans ce cadre-là qu'ils coopèrent. C'est ça même, je crois, les cadres dans lesquels ces deux États-là interagissent ensemble. Et on a la France, on a l'Allemagne. Voilà, c'est pourquoi je vous dis que comme les États-Unis avaient déjà commencé, c'est tout à fait normal que la France puisse en fait aussi embrayer sur ce que les États-Unis avaient déjà commencé à faire. L'opposition n'est pas d'accord. Et il ne faut pas que... là maintenant j'en viens à mon avis qui est Massimo. Mon cher Massimo, ne pensez pas que... Massimo. Ne pensez pas que... Massimo, Eri Massimo. Eri Massimo. Massimo, ne massacrez pas mon nom, s'il vous plaît. Eri Massimo, voilà. Eri Massimo. Ne pensez pas que lorsque, par exemple, on coopère avec un État, il faut toujours considérer qu'on a toujours à perdre. Il faut qu'on perde parce que dans l'État, il y a eu, par exemple, des accords que nous avons signés ou bien nous avons coopéré avec les États-Unis. Ça n'a pas marché, que ça ne marchera toujours pas. Un complot. Non, pas du tout. C'est pas une fatalité, c'est pas un destin. Et même à l'époque, je vais te donner un exemple de General Motors. Il y avait beaucoup d'entreprises américaines ici avant le pillage.
Il y avait des entreprises américaines qui avaient embauché des Congolais ici au Maître, pays. utilisez Mais quand il y a eu votre temps pillage, omniscient, au lieu de prendre le temps de pouvoir me quand il y a eu répondre, pillage, faites prévaloir vos idées, quand il y a eu s'il vous plaît. pillage, quand il y a eu pillage, ces entreprises américaines n'ont plus fonctionné. Et à un certain moment, nous étions même, n'est-ce pas, suspendus de l'AGOA, qui permet à la République démocratique du Congo d'exporter les matières au niveau des États-Unis Sans à des payer. taux préférentiels. Ouais. Mais tout ça là, on a renoué avec tout cela là. Donc, si tu parles avec les entrepreneurs comme lui, ou bien les hommes d'affaires congolais, ils savent l'importance de tout cela, de coopérer avec des... C'est la première économie du monde. Même la Chine. Si aujourd'hui la Chine est devenue puissante, il y a eu des aspects où elle a aussi imité les États-Unis. Très bien. La Chine aussi a singé les États-Unis pour arriver à atteindre ces niveaux-là. Mais vous n'avez C'est pas- pas mal d'entrer bien. en contact avec les autres États. Si on veut créer une usine ici en République démocratique du Congo Très bien. pour la fabrication des batteries électriques en Merci République beaucoup. démocratique du Congo, c'est pas mauvais. Merci beaucoup. On va embaucher des Congolais, des Congolais si jamais cette usine est implantée ici. Merci Donc, il ne faut beaucoup. pas qu'on voit seulement les mauvais côtés, qu'on dise Merci que les choses ne beaucoup. vont pas marcher, et voilà, et tout cela. Pour ce qui est maintenant des armes, Non, la vous avez fabrication épuisé des votre armes. temps. Votre temps. La Vous l'avez- la fabrication des Vous armes. avez malheureusement épuisé votre, Je peux quand même votre passer. temps. Vite, Vous avez épuisé votre temps, Vite fait, malheureusement. je ne vais pas traîner sur les Vous sujets. voulez répondre Ah, à vos co-débatteurs. Pour ce qui est de la Hein? fabrication des armes, ce que je dirais, c'est que même 30 secondes rapidement. même la fabrication des armes dans d'autres pays, avec la guerre qu'il y a en Ukraine, il y avait des pièces que les Ukrainiens fabriquaient qui aidaient aussi à la fabrication d'autres armes. Et ces pays-là ont des difficultés par rapport à cela. C'est-à-dire que s'il faut que nous puissions fabriquer Très des bien. armes, Merci. nous avons des matières que nous avons ici, que nous pouvons capitaliser. Et nous aurons aussi besoin de la collaboration Extérieure. des autres, de la collaboration extérieure, Très bien. pour que nous puissions véritablement arriver à fabriquer des armes nous-mêmes. Merci beaucoup. Voilà, c'est cela. Monsieur Luc Malembe, c'est du fait de la population seulement que nous en sommes arrivés à ces résultats-là au niveau international. C'est simplement les actions du peuple. Le gouvernement n'y est absolument pour rien dans Pour cette rien. action. Pour Absolument rien. pour Pour rien. rien. Parce que, écoutez, je voudrais que mon frère Félix comprenne une chose. La diplomatie dont vous parlez là, c'est nourri de la force intérieure. Vous ne pouvez pas être un pays sans force militaire respectable. Vous n'avez pas d'économie et vous croyez qu'il y a quelqu'un qui va vous respecter sur la scène internationale. Personne ne le fera. Moi, je suis de cette formation-là. Notre force, capacité interne fait que diplomatiquement, nous ne pouvons pas peser. Vous voyez que même sur le plan diplomatique, on ne va pas se voiler la face. Ces pays qui nous entourent, la plupart sont respectés plus que nous. Parce qu'ils ont une force militaire. Ils ont une certaine économie. Mon frère, j'admire ici les débats vers lesquels ils nous amènent. Parce que tout ça n'aura pas de sens si les paniers de la ménagère, il n'y a rien. Si ce régime, on va les dégager. C'est à cause de ça. Ils ne font que parler de budget. Ils disent que c'est déjà à combien? 16 milliards de dollars. Dites même que c'est 100 milliards. De toutes les façons, ce ne sont que des chiffres que vous vous inventez vous-même, comme vous avez inventé les chiffres des élections. Alors, dites comme vous voulez, mais qu'est-ce qu'il y a dans les paniers de la ménagère? Il n'y a rien. Pourquoi tous les biens ne font que galoper plus que ce que vous avez trouvé, le prix au marché que vous aviez trouvé? Donc, ça ne s'explique nullement. Il y a un économiste ici qui nous dise vraiment, est-ce que ce budget-là, comment on peut avoir, on était à 4 milliards sous Kabila, ils nous disent qu'ils sont à 16 milliards aujourd'hui, mais la vie des Congolais n'a fait que se détériorer. Ça relève de quelle théorie? En fait, Donc, c'est pour vous dire la que répartition. et ce qu'ils appellent la diplomatie, ça n'en est pas une. Ils se sont promenés, ils sont allés pleurnicher, accuser, faire la jouissance comme ils savent le faire. Ce n'est pas ça qui a changé. Et si ce pays tient encore aujourd'hui, si ce pays tient encore, c'est grâce à la population congolaise. La vigilance du peuple congolais. Si ça dépendait de ce régime, ce pays n'allait plus exister. Toi, tu as vu les mariages incestueux que Tshisekedi a fait avec Kagame quand il est arrivé. C'était dangereux. Si ce n'était pas le peuple congolais, mais notre pays serait parti. Qui a amené Rwandais dans ces pays? Qui a dit que l'armée rwandaise, la police rwandaise allait venir sécuriser Goma? Qui a dit que Kagame allait construire 300 maisons à Goma? Si ce n'était pas la vigilance du peuple êtes plus congolais, allé tout condamner. ça allait se faire. La trahison de ce régime était terrible. Qui a amené les M23 faire 14 mois dans des maisons ici? le défi, C'est pour ça que je vous dis le que... défi interne, c'est le défi de la production d'une main-d'œuvre qualifiée, Il y en a pas. capable de nous aider à nous prendre en charge nous-mêmes au niveau interne, parce que Exact. se réjouir du fait qu'on a levé
une mesure Je ne d'explication, vois pas en quoi ça nous aide. ça serait... C'est un débat c'est un débat de la honte, en réalité. Il y a un énorme- C'est un il y a- débat il y a de un la énorme honte. Vous devriez travail en à avoir l'interne, honte. parce Nous que devons il faut d'abord préparer travailler. un interne. Parce que Il y a un même, énorme tu dis, travail. on a enlevé l'embargo. Ok, maintenant achetons les armes. Est-ce que nous avons les moyens? Je viens de vous dire que c'est cher ces histoires. Votre régime comme ils sont là, même tenue militaire, ils n'ont jamais acheté pendant 4 ans. Même tenue militaire. Est-ce que ça aussi c'était l'embargo? On vient de vous démontrer, je venais de vous vous êtes démontrer sûr de ça? ici. Quand vous êtes à Kinshasa, messieurs dames, je ne sais pas comment vous faites pour supporter ça. Moi, quand je suis à Kinshasa, je fais tout ce qu'il y a comme boutique, magasin viable, ça appartient aux étrangers. Tout à Kinshasa. Tout, alors tout. Fait que, je ne sais pas si vous avez essayé de vérifier ça. Donc le Congolais est devenu un locataire dans son propre pays. Tout ce qu'il y a comme production, tout ce qu'il y a comme produit, ça vient de l'étranger. Nous n'avons rien. Ça doit nous faire honte. Mais la volonté... Et on est ici, on vient, on dit, on a enlevé l'embargo, messieurs. Nous, on va manger ça? Mais ça va nous aider à nous procurer des armes pour combattre l'insécurité. Encore dans qu'il l'Est faut s'en et protéger procurer. les populations qui sont là-bas. Est-ce que tu sais que nous n'étions pas sous embargo, Dan? Personne ne nous avait interdit d'acheter des armes. Il était juste question de notifier, de dire nous achetons ça et ça, mais on ne nous avait pas interdit. C'était une machine un peu lourde. Ah, ok. C'était lourd, Maintenant, je voudrais être clair avec Félix et son régime. Aujourd'hui, vous jubilez, non? Tout est mauvais. Non, ils jubilent qu'ils ont réussi des diplomaties. Ils jubilent. Ok, la mesure a été levée. Si nous arrivons d'ici janvier que le M23 est en train d'occuper Rutshuru, vous partez, messieurs. Qu'est-ce que vous direz encore? Vous allez encore nous raconter quoi? Qu'on vous a interdit d'acheter des armes? Quand vous prenez l'argent, vous allez acheter des drones, des mariages ici dans des boutiques ici, vous dites que c'est des matériels militaires, vous détournez l'argent. Vous croyez que tout ça va nous aider? Prenez l'argent, donnez à tous vos détourneurs ici qui vous entourent dans vos cabinets. Ils vont vous amener des drones de mariage ici, vous dites que c'est des drones militaires. Merci beaucoup. Tout ça ne nous aide pas. Le problème, c'est que nous avons une gestion chaotique. Chaotique alors, et je voudrais finir. S'il vous plaît. Oui, en disant, vous ne respectez pas les temps en disant ici que les ambitions... Terminez, s'il vous plaît. Je termine par là, en tout cas. Les ambitions, on en a tous. On a tous des ambitions. Mais il faut mesurer ses capacités. Les critères de nomination dans votre régime ici, c'est un seul critère, savoir dire Fatih Béton, on vous donne un poste demain matin. Regardez toutes les nominations qu'il y en a là-bas. Aucune qualité. Pourquoi j'aurais voulu voir le nom de Maître Félix, je le trouve quand même pertinent. Mais ce que je vois, les jeunes gens qu'on a pris de limiter, qui n'ont appris qu'à dire Fatih Béton, DG, je ne sais pas de quoi. On veut tout être les peu qui nous restent d'entreprise. Et je n'ai pas entendu mon frère ici le dire. Les peu qui nous restent d'entreprise, ce régime va les bousiller. On a pris tous les militants, les talibans de l'UDPS, c'est ça les DG, c'est ça le conseil d'administration. Au bout de 3 mois, il n'y aura même pas les peu que ces gens ont trouvé. Ce régime est criminel. C'est une prophétie, une mauvaise prophétie malheureuse. Qu'est-ce que vous attendez? C'est une question malheureusement, c'est de l'économie. Vous prenez un incompétent, vous lui dites de gérer une grande société, il va l'écrouler, c'est clair. C'est de l'économie ici. Eri Massimbo, votre point de vue au niveau interne, est-ce que nous sommes capables de nous prendre en charge nous-mêmes? Est-ce que nous pouvons y arriver nous-mêmes? Oui, cher Dan. Moi, en fait, je suis un panafricaniste. Je suis un ultra-patriote. Il n'y en a pas dans ce pays, j'estime, en dehors du chef de l'État. Moi, je suis un ultra-patriote. C'est que mon frère Malembe vient de dire là, dire que la levée des sanctions, des mesures de notification ne va rien apporter. Non, c'est faux. Attendons voir. Donnons le temps au temps. Je crois que le chef de l'État et le gouvernement avaient plairé par rapport à cela. Et aujourd'hui, la mesure a été levée. Voyons voir ce qui sera fait dans 45 jours, dans 100 jours, pour pouvoir apprécier si réellement c'est qu'on demandait la levée des mesures, qu'est-ce qu'elle a apporté par après. Donc dire aussitôt que voilà, rien n'a été fait alors que la mesure a été levée, non. Parlons de la Goa, le partenariat avec les États-Unis. Les États-Unis savent que la RDC n'a rien à faire là-dedans. Qu'est-ce que la RDC va faire là dans la Goa là? Importation, exportation des matières avec les prix réduits. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ça? Au moment où, au niveau interne, la demande interne, nous sommes incapables de pouvoir les satisfaire.
Nous sommes incapables de pouvoir satisfaire ça. Dis-moi les produits américains qui se vendent ici. Qu'est-ce que vous avez à manger ce matin, ou la manière dont vous êtes habillé là, très bien là, tiré à 4 épingles. Dites-moi, est-ce qu'il y a made in USA dans tout ce que vous avez consommé, ou dans ce que vous êtes en train de consommer à l'immédiat même? Il n'y a rien dans tout ça. Donc, les États-Unis, ils prennent les intérêts de leurs industries. Ils prennent les intérêts de leurs multinationales. Rien d'autre, M. Dan. Rien. Ils voient leurs intérêts. Le reste là, c'est rien. Ça nous apporte peu, cher Dan. Donc, nous sommes capables, nous, la RDC, avec un peu de la volonté, un peu de patriotisme, nous sommes capables de pouvoir le faire. Mon ami Takiza l'avait dit tantôt ici, il faut d'abord commencer par les entreprises. Non. Ce sont les hommes, les individus qui sont porteurs des idées. Et puis par rapport aux entreprises, prennent ces idées-là pour pouvoir l'implémenter. Donc, l'opportunité de pouvoir financer en amont. L'homme d'abord doit être là avant. D'abord, ça dépend de la politique mise en place. Quelle est la qualité de l'homme? Ça peut être en amont comme en aval, où on peut synchroniser les dés. D'accord? Mais je crois que le premier facteur, le premier capital d'abord, c'est l'homme. Il faut investir sur l'homme. Si nous investissons sur l'homme, nous finançons l'éducation, nous finançons notre recherche. Et nous définissons réellement notre politique de l'éducation, notre politique sur la recherche. Nous saurons réellement là où nous voulons aller dans 5-10 ans. Parce que les entreprises peuvent bien exister. Mais si au niveau... Il y a combien d'entreprises il y en a ici? Est-ce que la main-d'œuvre vient de la RDC? La plupart, non. Ce sont les Ouest-Africains, les Africains qui viennent travailler dans ces entreprises-là. Pourquoi? Mais ils ne trouvent pas la main-d'œuvre qu'il faut. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont... Il y a beaucoup d'étudiants qui sortent de l'université, diplômés chaque année. Cher Dan, ça dépend de la politique mise en place par l'État. Il y a une mauvaise politique. Hein? Non, ça dépend de la politique mise en place. Donc il y a une mauvaise politique. On peut commencer par le financement des entreprises. On commence à financer les entreprises. Mais s'il n'y a pas la main-d'œuvre, qui va travailler dans ces entreprises-là? Oui, mais personne. Mais quand nous finançons sur quand nous investissons, quand on investit sur l'homme, l'homme est capable de pouvoir créer la richesse. L'homme est porteur des idées. L'homme, les idées qu'il porte, ces idées-là, il est capable de pouvoir les financer lui-même. Très bien. Certainement, je suis d'accord avec lui que d'abord, nous devons travailler sur l'environnement. L'environnement doit être propice pour pouvoir lever. Merci beaucoup, Eri Massimbo, pour votre intervention. Malheureusement, on nous signale qu'on n'a plus le temps. On a épuisé pratiquement tout le temps consacré à cette émission. Mais on va finir rapidement avec vous, parce que c'est avec les autres qu'on a commencé. On va finir avec vous sur cette question, la RDC, pays solution, pays qui va aider à la transition écologique. Près de 70% des matières premières qui vont aider à la transition écologique. Comment est-ce que nous pouvons capitaliser cette valeur au niveau international? Dan, je dis à mon frère, il dit les entreprises sont ici, mais ils sont de quels capitaux? Des capitaux étrangers, c'est pour ça qu'ils dominent. Mais il y a aussi des entreprises congolaises. Je l'invite de visiter les sites de SAG, l'entreprise fondée par moi-même. Vous allez voir qu'il n'est pas petit. Le site de SAG? Oui, sous spécial autogarage. Vous allez voir, il est plus costaud par rapport aux autres là qu'on croit qu'ils sont puissants. Avec une expertise. L'expertise a un sens. Lorsqu'on mélange ce que vous avez pris d'une façon théorique et vous amenez dans l'approche professionnelle. Et l'approche professionnelle, c'est les entreprises. Pourquoi tous les groupes de gens qu'on a formés, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à le voir sur le terrain? Parce qu'on a abandonné les entreprises. Parce que les entreprises montées par des Congolais, personne ne leur fait confiance et on ne les finance pas. Alors les autres ont créé leur système. Et comme c'est eux qui amènent tout, ils appellent leurs confrères et le mettent. Il y en a qui ont même dans mon domaine, ne sont pas plus compétents que moi. Mais toi qui es mon frère, comme je suis plus foncé que toi, tu dirais que non, lui il ne connaît rien. C'est ça le vrai problème. C'est du patriotisme là, on doit le sentir de façon pragmatique. Voilà, consommons aussi ce que les Congolais. Ça veut dire qu'une formation... Ça dépend de la politique mise en place par l'État. Mais cette politique, une formation sans déboucher, ça ne sert à rien. Une minute s'il vous plaît, on va finir avec... Alors, transition écologique. Première chose, c'est d'abord créer le salaire pour les gens. On va créer les salaires s'il n'y a pas de... le salaire on ne va pas les créer dans le vide, il faut qu'il y ait une création mais il y a des corbeilles, d'où la nécessité aujourd'hui, autopsier ce que nous avons aujourd'hui.
province par province, secteur par secteur, quelles sont les entreprises qui existent aujourd'hui, comment on peut faire que ces entreprises, parce qu'une société multi-territoire, ils naissent pas multi-territoire, c'est ce qu'on appelle multinationale. SAG aussi peut devenir multinational. Google n'est pas né multinational. Mais ce qui amène, ce sont les politiques publiques et le groupe des expertises que vous utilisez sur le terrain. Aujourd'hui, monsieur, tout Congolais qui a le véhicule, est-ce qu'il va chez des garagistes congolais? Non. Nous donnons à qui? Merci beaucoup. On doit commencer par là. Je vois chez les garagistes congolais. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Il faut qu'on avance. Terminons avec vous rapidement sur cette question de transition écologique. La RDC, pays qui a beaucoup plus, qui a ces matières premières qui vont aider le monde à passer d'un cap à un autre. Pays solution. Comment nous pouvons faire, comment nous pouvons bénéficier de cela aujourd'hui? C'est là que je dis aux débatteurs qui sont avec moi sur ces plateaux, c'est là que se situe justement l'importance de collaborer avec les autres, de coopérer avec les autres. C'est notamment ce qui a été les contacts que nous avons eu avec les États-Unis pour mettre en place une chaîne de valeur en ce qui concerne la fabrication des batteries électriques. Ouais. Maintenant, au lieu que chaque fois nous puissions, parce qu'il vient d'évoquer une question qui est importante. Il y a combien de véhicules électriques? Non. Par exemple, si on exportait les batteries électriques, ça sera une bonne chose. Parce que nous allons les vendre. Nous allons les vendre, les gens vont acheter là-bas. Et si les gens achetaient, nous venons de parler ici de consommons congolais. C'est ça même qui développe le pays. Lorsque vous allez par exemple en Australie, je l'ai toujours dit, un Australien s'il veut acheter, consommons congolais, dans un supermarché, il y a des gens qui nous fournissent le foufou ici. Oui, il y a des Congolais qui produisent. Lui, il vient de nous parler de son garage. Combien de personnes vont dans son garage? C'est à travers des émissions comme ça, lorsque nous interpellons les Congolais, que les Congolais vont prendre conscience de cela. Moi, j'appelle d'ailleurs de voir comment ils doivent se comporter. De pouvoir voir la musique du Non, ça dépend. Comment j'ai signé même un contrat avec mon frère Takizala Eri Massimbo. La présidente de la République a un char automobile quand même. Oui, et au Nigeria, c'est le char automobile là à mon frère ici Takizala de pouvoir suivre l'entretien et tout. Et on peut l'impulser, voilà. Non, voilà, c'est cela qu'il faut justement soutenir. Moi, je suis un ultra-patriote. Moi, je ne sais, si un Congolais a un supermarché, je n'achèterai jamais chez un État. Voilà, c'est ça. Jamais je le ferai. Voilà, petit à petit. Si notre État impulse au niveau interne, au niveau interne, c'est d'abord aussi un problème de culture. Mais c'est la politique. Voilà, c'est cela. De la politique. Pas seulement la politique. Si notre État applique les protectionnismes. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivi cette émission. C'est complètement terminé. On se retrouve demain jeudi pour poursuivre avec d'autres invités autour d'autres questions d'actualité. Portez-vous bien. À la prochaine. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigeni, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.